Merci de votre présence à tous, les fidèles de nos débats Palladio et les nouveaux qui viennent peut-être pour la première fois assister à nos réflexions. Nous sommes au 22e débat organisé par la Fondation et l'Institut depuis leur création. Donc on a eu l'occasion de manier pas mal de thèmes, et de thèmes très différents, en rapport en fait avec chaque année un regard particulier de l'Institut sur cette émergence de notre société des urbains, pour mieux documenter l'ensemble des composantes de cette mutation profonde qui affecte nos sociétés. Et cette année, comme vous le savez, l'Institut Palladio a mis au cœur de sa réflexion annuelle l'élaboration et la transmission des savoirs. Voilà, on a été peut-être plus fonctionnel jusqu'à maintenant, en parlant du travail, en parlant de l'habitat, en parlant des territoires, en parlant des personnes et de la démographie, c'est important. Et là, on a voulu toucher à cette dimension qui nous a paru essentielle dans la mesure où la construction de la ville est devenue d'une très grande complexité. Et cette très grande complexité implique une grande diversité de savoirs, une grande diversité d'approches différentes, des outils de plus en plus sophistiqués et également des échanges de plus en plus nourris entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs de la production, que ce soit les acteurs de l'utilisation et de la vie qui va être la vie urbaine. Donc, c'est une élaboration partagée, c'est une élaboration interactive de plus en plus qui se met en place. La place de la formation initiale des sachants est bien sûr essentielle, on va en parler, mais on sait bien quelle suspicion on peut voir aujourd'hui dans nos sociétés sur tout ce qui est sachant, sur tout ce qui est expertise, etc. Et on voit de plus en plus émerger la connaissance qui provient de l'usage, de l'interactivité entre les acteurs, etc. Et donc d'autres formes de propositions pour la ville de demain et de déploiement de cette ville de demain. Mais il ne faut pas oublier quand même l'essentiel. C'est la formation qui, depuis 2 siècles, a permis de réaliser les métropoles que nous connaissons et qui ont nécessité des mutations profondes, de la recherche-développement extrêmement importante, la diversité des approches, la diversité des disciplines concernées par cette élaboration de la ville. Et donc c'est une place essentielle que nous avons voulu donner dans ce débat à cette dimension de la formation initiale et de la formation permanente dispensée par les grandes écoles qui sont les grandes écoles que la République a forgées et qui ont en particulier un prestige à l'international qui est loin d'être dévalué. Et puis aussi, il y a d'autres initiatives, il y a des entreprises qui créent des labs, qui créent des universités, qui créent des groupes de recherche-développement. Il y a de plus en plus de directeurs de l'innovation et de la recherche dans nos entreprises du monde de la construction de la ville. Et c'est d'autres formes d'apprentissage, d'autres formes de réflexion, avec aussi les boursiers de recherche qui intéressent les entreprises et qui permettent de faire progresser les connaissances. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction. Ça paraît tout à fait au cœur de nos préoccupations. C'est un peu interrogé sur cette idée des savoirs et de la ville apprenante, quelque part. Il nous paraît qu'on est vraiment au cœur de
des interrogations les plus en pointe aujourd'hui sur les systèmes complexes. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sophie Mougar, la directrice de la prestigieuse École des Ponts, de bien vouloir venir débattre avec nous ce soir. Et puis à Cécile Maisonneuve, qui est présidente de la Fabrique de la Cité, donc, qui est une initiative privée, hein, purement je veux dire indépendante, mais soutenue par une grande entreprise, qui est une entreprise internationale, de venir lui donner un peu la réplique sur les interrogations qu'on peut avoir sur l'ensemble de ces dimensions. Je vais vous présenter parce que tout le monde ne vous connaît pas. Donc Sophie Mougar, vous êtes un pur produit de l'École des Ponts avant d'en être devenue directrice, donc de cette prestigieuse école et de ce prestigieux corps des Ponts. Vous avez un cursus au début assez classique d'ailleurs dans les rouages de l'État, à la fois territoriaux et nationaux. Vous avez bien sûr travaillé dans le domaine du conseil, mais vous avez aussi rencontré l'entreprise, en particulier l'Aéroport de Paris, où vous avez pu exercer vos talents dans cette très très grande entreprise nationale et qui est totalement à la pointe. S'il y a des entreprises à la pointe parmi les entreprises publiques, il y a bien Aéroport de Paris, c'est absolument nécessaire. Et puis après, vous êtes arrivé à l'École des Ponts et vous allez nous en parler. C'est ce que je vous ai demandé, parce que l'École des Ponts, c'est pas que l'école créée au XVIIIe siècle. Hein, maintenant, c'est un grand groupe. C'est un grand groupe international reconnu parmi les grandes écoles qui fleurissent au plan mondial. Et je vais vous donner la parole. Je présenterai Cécile Maisonneuve dans un deuxième temps, ça évitera mon monologue. Et je vais tout de suite vous donner la parole. Si vous voulez nous parler un peu de l'École des Ponts telle que vous la voyez projetée aujourd'hui, à la fois dans l'avenir, dans le futur, et puis dans ce qu'elle est au quotidien. Volontiers, merci. Bonsoir. Vous l'avez introduit sur le débat sur le lien entre finalement public et privé et les conditions dans lesquelles l'un et l'autre vont contribuer au développement des savoirs. Et je pense qu'il y a évidemment des évolutions importantes auxquelles l'ensemble des acteurs, tant publics que privés, doivent faire face. Alors, si on reprend l'École des Ponts, effectivement, comme vous le rappelez, en 1747, elle formait des ingénieurs de l'État, essentiellement de l'État, qui étaient les seuls à construire la ville. Heureusement, on a évolué depuis. On a d'abord ouvert l'école aux ingénieurs civils. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'école garde ce double rôle de former les ingénieurs de l'État, qui sont les ingénieurs des ponts et qui s'appellent maintenant non plus des ponts et chaussées, mais des ponts, des eaux et des forêts. Et puis forment surtout des ingénieurs civils qui vont être demain des collaborateurs de l'ensemble des acteurs de la ville. Deuxième caractéristique, c'est une formation tout au long de la vie. Et je crois que c'est important, et ces ingénieurs ont besoin de faire face aux révolutions que l'on rencontre. Bien sûr, et avant tout, on va retrouver la transition numérique qui impacte l'ensemble des métiers, l'ensemble de vos métiers, et puis la transition écologique, énergétique, parce qu'on vit aujourd'hui une vraie révolution numérique, et parce qu'on a besoin de construire de plus en plus des villes qui vont être économes en ressources. On évoquait juste avant le démarrage de cet échange le fait que ces ressources, on a eu l'impression qu'elles étaient gratuites, elles le sont de moins en moins. C'est vrai de l'énergie, c'est vrai de l'eau, c'est vrai des matériaux, c'est vrai de l'air. Quand on le pollue, ça devrait avoir un coût. Et donc, plus que des villes intelligentes, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est à construire des villes qui vont être des villes résilientes et qui vont devoir résister, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le cas, à des aléas, faire face aux conséquences du changement climatique. Il est là, on le voit tous les jours, et les risques qui vont avec, et des crises qui peuvent en résulter. Et je pense que la capacité à cette résilience est essentielle. Alors, toutes ces évolutions, elles impactent évidemment et le contenu et les méthodes d'enseignement. Alors, je vais m'arrêter d'abord rapidement sur la formation initiale. Vous le savez,
quelques alumni peut-être dans la salle, on a au départ un haut niveau scientifique, technique, mais au cours de leur cursus, ce qui est important, c'est à la fois de confronter nos élèves aux démarches de recherche et les amener à développer un certain nombre de compétences, notamment des compétences managériales, que ce soit le management d'équipe ou que ce soit le management de projet. Et je crois que l'enjeu, c'est qu'ils soient en capacité de prendre en compte l'ensemble des problématiques de la société, de prendre en compte la dimension internationale, parce que leur carrière aujourd'hui et leurs activités professionnelles se développeront à l'international. Et pour ça, nous avons recours à la pédagogie par l'action. Alors peut-être très rapidement, il y a 6 départements d'enseignement. On les confronte tout aussi bien au génie civil et à la construction, qui est l'ADN historique de l'école, qu'à l'intelligence artificielle à travers l'ingénierie mathématique et l'informatique, ou à la construction de la ville avec un département ville, environnement, transport par exemple. Je ne les citerai pas tous. Ce qui nous est apparu important, c'est que tous soient outillés dans le cadre des outils, notamment des outils mathématiques pour l'ingénieur. Demain, ils sont tous confrontés à l'intelligence artificielle, aux data science. Donc, ils en font tous, j'ai coutume de dire, on leur donne à tous un peu. Qu'ils sachent ce qu'ils peuvent en attendre et être en capacité de passer des commandes. Et puis, quelques-uns voudront en être experts, et à cela, on donnera effectivement toute l'expertise et la capacité de recherche nécessaire. Et puis, bien sûr, il y a toutes les notions du développement durable, qui, là aussi, vont se retrouver transversalement dans tous leurs enseignements. En première année, bien sûr, qu'ils comprennent quels sont les enjeux et avoir le minimum de socle de connaissances, mais dans tout leur cursus, y compris en deuxième et troisième année, où ils choisissent un département d'approfondissement. Et j'ai dit au président de département que je pensais que même ceux qui s'intéressaient plutôt aux mathématiques appliquées à l'informatique devaient être sensibilisés à ça. Je ne suis pas certaine que, compte tenu de l'impact de la blockchain, il soit indispensable de l'utiliser pour tracer les vins qui remontent d'Espagne en France et s'assurer qu'au passage, on a gardé la traçabilité, comme exemple. Et bien sûr, nous développons de nouvelles formations. Et typiquement, en septembre dernier, nous avons ouvert un master sur la transition énergétique et les territoires. Et pour illustrer les enjeux et la façon dont l'école essaye d'accompagner les besoins des entreprises, le secteur bancaire et assurantiel a des besoins et nous ouvrons une 3e année à la rentrée prochaine pour nos étudiants qui semblent intéresser en particulier les X qui veulent venir en école d'application. Donc 3e année sur la finance verte. L'idée est d'aller un peu plus loin que, je vais être un petit peu critique, mais je repeins en vert quelques outils financiers, c'est pas ça l'idée. Plus généralement, ce qui paraît important, c'est que comme on est un établissement à taille relativement modeste par rapport aux grandes universités, on est en capacité de s'assurer d'avoir quelque sorte des contrats individuels de formation qui permettent aux étudiants de bénéficier de différentes modalités, notamment modalités pédagogiques, pour acquérir les compétences. On a tous raisonné, toutes les écoles, c'est pas un scoop, en réfléchissant en termes de démarche compétences. Quelles sont les compétences que l'on souhaite qu'un ingénieur des ponts puisse avoir, un peu quel que soit son cursus finalement. Et je vous les livre avec toute l'ambition, on est modeste par rapport à tout ça, mais l'ambition que l'on affirme, et je pense que c'est important de l'affirmer, d'abord la compréhension des réalités physiques, techniques et humaines, être en capacité d'analyser un environnement qui est complexe, de modéliser, mais de savoir aussi quelles sont les limites des modèles, et de faire un diagnostic avant de se lancer dans des solutions. Être en capacité de mobiliser les outils de la recherche, du développement et de l'innovation. Et par exemple, nous les formons, pour ceux qui le souhaitent, au design thinking. C'est-à-dire, on va les amener à réfléchir complètement différemment en disant, OK, maintenant on va remettre l'utilisateur, on va remettre l'usager au centre de la réflexion. On va regarder comment il utilise un outil, un service. Et puis on va travailler par itération avec du prototypage. Et je vous assure que pour des élèves qui ont fait 2 ans de classe prépa, ça fait du bien, ça décoiffe aussi. On les sort de leur zone de confort, et je crois que ça c'est important, parce que la vie se chargera de les sortir de leur zone de confort.
Ce qui est important, c'est qu'ils puissent appréhender et gérer la complexité des systèmes. C'est-à-dire ne pas se dire c'est simple, mais être en capacité effectivement de prendre en compte et d'intégrer cette complexité, de concevoir des solutions innovantes qui vont créer de la valeur. Mais moi, j'ai coutume d'insister sur la robustesse, c'est-à-dire que c'est bien d'inventer des solutions, mais l'avenir est tout sauf certain, et il vaut mieux que les solutions qui soient proposées soient robustes. Et puis enfin, manager des équipes et des projets, parce qu'évidemment, ils n'auront pas tout seuls l'ensemble des connaissances, de moins en moins vu la complexité, et je pense que c'est important qu'ils soient en capacité de manager ces équipes, et l'objectif étant bien sûr qu'ils répondent dans les projets qu'ils développeront aux enjeux sociétaux et bien sûr au développement durable. Donc vous le voyez, la part de ce qu'on appelle, nous, les soft skills en mauvais français, est essentielle. Et il apporte qu'ils acquièrent de l'autonomie et un esprit critique. Pourquoi ? Parce que pendant toute leur classe prépa, on leur a appris une chose, c'est à démontrer l'existence et l'unicité d'une solution à un problème bien posé. On l'a tous fait quand on a fait classe prépa. Et en fait, la vie, c'est pas ça. Donc voilà, enjeu d'autonomie aussi là-dessus. Et j'évoquerai parmi les enseignements qu'a développé le département sciences humaines et sociales, la sociologie des organisations et des entreprises. Il paraît important qu'ils sachent comment ils vont se positionner dans les organisations et prendre en compte ces interactions. Un enjeu important sur l'interculturel. Nous avons un tiers d'étudiants qui sont des étudiants internationaux. Donc l'interculturel est important. Et quand ils vont travailler avec leurs collègues chinois ou brésiliens, la façon... D'abord, eux auront été formés un peu différemment avant. Et la façon d'aborder les problèmes est différente. Et puis, on amène à relativiser, par exemple, leur certitude à travers des cours de controverse ou leur illustrer le pouvoir des chiffres et la façon dont l'accent mis sur certaines données statistiques permettent finalement parfois de, allez, je vais oser un grand mot, manipuler le raisonnement. Voilà, et puis enfin on les amène à s'interroger sur le rôle de l'ingénieur et le rôle de la technique dans la construction d'un monde durable, les modes d'interaction entre les sciences et les sociétés, la construction de la science dans un univers incertain, et puis globalement, par exemple, débattre de technique et démocratie, et on voit très régulièrement, presque tous les jours, en quoi ce sont des préoccupations qu'ils doivent avoir. Je l'évoquais sur les méthodes pédagogiques innovantes, et je crois qu'on retrouve l'interface avec les acteurs socio-économiques. On développe le mode projet. Il y a énormément de place au stage. Ils peuvent faire 1 an en stage dans vos entreprises. Je dis vos entreprises parce que pour nous, c'est essentiel que vous puissiez les accueillir, leur proposer des objets, des sujets de stage et les tutorer. À la fin de leur scolarité, ils font un projet de fin d'études qui est notamment dans le cadre des masters spécialisés, une thèse professionnelle. Et puis, nous avons également des méthodes pour le faire en équipe à travers ce qu'on a appelé des ponts team projets, où ils vont se retrouver à 4-5 étudiants venant de cursus différents à travailler sur ces sujets. Notre corps enseignant y mêle les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les professionnels que vous êtes. Donc, ce qui permet aussi de garantir que les compétences que nous proposons de leur faire acquérir répondent à vos besoins. Et je vous donnerai quelques exemples de PFE pour que ça puisse illustrer en quoi ça intéresse finalement les acteurs de la ville. J'ai un étudiant qui a fait au sein de Grand Paris Aménagement un projet sur la réalisation d'un état des lieux, des possibilités d'action, des leviers et des freins qu'a l'aménageur sur le plan du développement durable. Un autre a travaillé sur les facteurs clés de succès pour développer des projets en PPP au Kenya. Ça, c'était pour Vinci Concessions. Et un autre encore a fait
un stage sur l'intégration et le financement des pôles d'échange dans les villes en développement pour l'AFD. Donc vous voyez que quelque sorte, je dirais que les commanditaires sont très différents et les travaux qui vont être menés sont au cœur des préoccupations. Je ne m'étendrai pas sur les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Je pense qu'on a essayé d'adapter évidemment et que les enjeux de régulation, les nouvelles modalités de la commande publique et tous les enjeux des partenariats publics-privés sont évidemment au cœur des enseignements à travers un master spécialisé qui s'appelle Politique, Action publique et Développement durable. J'évoquais la formation tout au long de la vie. Peut-être juste vous indiquer par exemple que sur la ville, certains d'entre vous le connaissent peut-être, on a un master sur l'aménagement et la maîtrise d'ouvrages urbaines qui a 50 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il y a pas loin de 1350 anciens et dont 60% sont aujourd'hui dans le privé ou je dirais l'économie mixte. Et là aussi, ce sont des thèses professionnelles qui sont réalisées par les apprenants, on ne les appelle plus des élèves, on est sur la formation continue, à l'issue de leur parcours, avec une forme particulière puisqu'ils sont en groupe, ils simulent un bureau d'études et travaillent sur un projet pluridisciplinaire de commanditaire. Et au-delà de ça, les thématiques sur lesquelles nous développons la formation continue tentent d'adresser les besoins que les acteurs de la ville nous expliquent nécessiter du capacity building de leurs collaborateurs, les smart cities, smart mobility, le management des projets d'énergie, le master qui s'appelle immobilier bâtiment durable, le BIM bien sûr, ou même en allant un cran plus loin, comment est-ce que les données vont interagir avec la conception et le numérique prend une part importante dans la conception à travers ce qu'on a appelé design by data. Donc voilà parmi les thèmes qui sont adressés. Deux mots peut-être sur la recherche pour indiquer que là aussi il y a une vraie proximité, une vraie interaction entre public et privé. C'est une imbrication, une collaboration qui est ancienne avec les acteurs de la ville et particulièrement dans des laboratoires comme le laboratoire Ville, Mobilité, Transport ou le laboratoire qui traite des territoires techniques et sociétés. Je vais prendre là aussi quelques exemples. Le premier niveau de collaboration, le plus simple, c'est le contrat de recherche. C'est la thèse CIFRE que vous connaissez bien et sur laquelle les chercheurs vont encadrer le doctorant sur une thématique que nous aurons ensemble avec l'entreprise identifiée. Si on veut aller un cran plus loin et inscrire dans la durée, souvent on développe des chaires. Alors, ce n'est pas la chaire telle qu'on peut imaginer parfois où le mécène fait un chèque et pendant 5 ans, il n'en entend plus parler. C'est vraiment pas ça. D'abord, il y a du pilotage avec un comité partenarial qui se réunit très régulièrement. Nous sommes attentifs à avoir des premières productions de recherche au bénéfice de l'entreprise et des collaborateurs qui vont être concernés. Et puis, on inscrit donc ce pilotage en se disant, on sait avec quelle thématique on démarre, mais on se laisse la possibilité qu'au cours du développement de la chaire, on réoriente, parce qu'on va forcément trouver quelque chose qui va nous intéresser et qu'on voudra creuser. Et je pense que cette agilité que l'on se donne tout l'intérêt de cette chaire. Par exemple, nous en avons une avec Vinci, sur l'éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures qui permet donc de s'adresser à tous les impacts environnementaux, socio-économiques de la construction de la ville, en prenant en compte les questions d'analyse du cycle de vie, en prenant en compte les questions de mobilité. Mais on voit bien comment les nouvelles mobilités impactent de façon complètement différente la ville aujourd'hui, les questions d'agriculture urbaine. Voilà. Et l'ensemble de ces thématiques
vont être adressés pour essayer aussi, là encore, de trouver des critères qui vont permettre de comparer des variantes et d'éclairer finalement la décision, qu'elle soit publique ou privée. Je pourrais évoquer une chaire avec la SNCF sur les nouvelles approches économiques des mobilités qui nous aident et qui aident la SNCF donc à mieux comprendre les liens que l'on va avoir entre les infrastructures, les services, bien sûr, hein, aujourd'hui de plus en plus avec les mobilités, et puis les territoires. Et puis nous ouvrons des terrains communs, des terrains de recherche. Coutume de dire des terrains de jeu, mais voilà, les chercheurs vont jouer aussi. Un exemple avec Eiffage, projet E3S, donc toute la reconfiguration du quartier de l'école centrale à Châtenay-Malabry, où nous avons des laboratoires, je citerai le Lésieux, un laboratoire environnemental, et j'ai une équipe de chercheurs de l'école qui travaillent avec les collaborateurs d'Eiffage à développer des bâtiments qui vont permettre de recycler non seulement les eaux de pluie, mais les eaux grises dans une logique d'économie circulaire. Voilà, le troisième élément, au-delà des chaires finalement, c'est de rentrer dans de la co-innovation. Et nous déployons des plateformes de co-innovation que nous allons pouvoir mettre à votre disposition. Donc il y en a plusieurs développées par les laboratoires de recherche de l'école. On parle de construction numérique, on parle de robotique, on parle d'impression 3D béton. Toute révolution industrielle qui vont évidemment adresser des questions très pragmatiques que des entreprises de la ville se posent, qui sont des questions de productivité aussi. Et donc, l'idée, c'est de mettre à disposition une plateforme. Nous avons des robots, des imprimantes 3D béton, pour concevoir ensemble les nouvelles méthodes de construction de la ville demain. Comment on pourra demain construire le futur, construire au futur et habiter le futur. C'est le nom d'un projet qui est lauréat. Nous sommes 120 acteurs. Alors quand je dis ça, j'ai l'impression que je vais faire peur sur l'usine à gaz, mais néanmoins, vous voyez qu'il y a des projets très concrets. Donc, qui a été lauréat des appels à projets lancés par l'ANR et le SGPI sur territoire d'innovation de grande ambition et en Île-de-France, donc avec le leadership de la région Île-de-France. Ce sont parmi les thématiques que l'on veut adresser et avec de petites entreprises et des start-up, nous déployons un projet sur comment est-ce qu'on peut, à partir de rien, construire une usine 4.0 qui va construire le plus standard possible et en utilisant toutes les capacités du numérique et de la robotique en préfabrication et en montage, une 50aine de logements demain. Donc vous voyez un enjeu de continuum entre de la recherche amont, où on fait progresser la science, et de la recherche très appliquée pour vos besoins. L'initiative finalement des groupes privés, qu'est-ce qu'elle change? Alors, on voit bien qu'il y a des besoins d'innovation et notamment des besoins aussi d'intrapreneuriat. Les générations millennials, Y, Z ont envie aussi de se retrouver sans forcément... certains le feront, on a un certain nombre de start-upers qu'on incube à Station F, à la Green Tech, mais tous n'ont pas envie de ça, et pour autant, quand ils seront dans des grands groupes, ils auront envie d'innover. Et les grands groupes ont envie de garder cette richesse à proximité. D'où les enjeux des labs que l'on voit fleurir. Je pense que ça adresse ces besoins d'innovation et d'intrapreneuriat dans de bonnes conditions pour les entreprises, et je pense que c'est une très bonne chose. Les directeurs recherche et innovation sont des interlocuteurs pour nous, vous l'aurez compris, et c'est un point d'entrée pour développer les partenariats et mieux comprendre les besoins et les adresser. Et puis, je ne peux pas vous le cacher, il y a un enjeu de financement, et notamment de modèle économique des écoles.
puisque vous pourriez penser que une grande école comme l'école des Ponts est principalement financée par des ressources publiques de son ministère de tutelle, qui est le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et que nenni, 55% seulement, vous me direz c'est déjà beaucoup, mais 55% seulement de mes ressources sont couvertes par une subvention pour contribution au service public, c'est ainsi qu'elle s'appelle. Ça veut dire que 45% doit rentrer par ailleurs. Et vous le savez peut-être aussi, les pouvoirs publics sont très vigilants sur les droits d'inscription et les frais de scolarité des étudiants. Notre Constitution affirme le principe de la gratuité de l'enseignement. Bon, alors quand les droits restent modiques, on verra ce que le Conseil d'État statue. Le Conseil constitutionnel a été saisi lorsque notre gouvernement a choisi de faire payer les masters et les licences aux étudiants internationaux avec un facteur à peu près 10 par rapport aux étudiants européens. Donc, question prioritaire de constitutionnalité, retour devant le Conseil d'État, on verra ce qu'il tranche. Donc, autant vous dire que ce n'est pas le modèle américain qui prévaut. Et donc, en fait, les partenariats de recherche et la formation continue sont aussi une condition pour l'école pour pouvoir déployer les services qu'elle offre, qu'elle vous propose en formant les ingénieurs et qu'elle propose à travers les avancées scientifiques que nos chercheurs peuvent apporter. Je voulais finir sur quelques mots de perspective, plutôt pour partager des interrogations. On a vu, on voit historiquement les conditions dans lesquelles finalement la ville se, entre guillemets, commande et se construit. Évidemment, on voit que les appels, les API réinventés, il y en a eu différents, plusieurs, successifs. La question finalement se pose de jusqu'où est-ce qu'il court-circuite une fonction traditionnelle qui était une fonction d'aménageur. Je pense que certains nombres peuvent se poser la question dans la salle. Est-ce que finalement on n'est pas en train de se dire la programmation devient l'élément clé des propositions qui sont faites? Est-ce qu'on substitue de l'offre que les groupements qui répondent vont pousser en lieu et place de la demande? Et finalement, ça pourrait être une évolution forte de la fabrique urbaine. Mais alors, du coup, moi, je me pose la question, je vous la pose. Il y a bien quelqu'un, au sens large du terme, personne morale, etc., qui est en charge de s'assurer de l'adéquation, de la réponse aux besoins des territoires et de leurs habitants. Et on entend, on voit apparaître, émerger les usages. Donc, n'est-ce pas finalement un peu aussi une responsabilité du public, finalement, que d'apporter cette garantie d'adéquation? Deuxième question, vous me permettez d'être un tout petit peu provocatrice, les labs. Est-ce que finalement, on ne va pas vers une standardisation de l'innovation? Parce que si aujourd'hui, vous ne parlez pas de tiers-lieux, vous ne parlez pas de Fab Lab, vous ne parlez pas d'agriculture urbaine, vous ne parlez pas de bois, pas sûr que vous soyez lauréat. Donc, voilà, on me pose la question, finalement. On a une thèse en cours au LATS, que j'évoquais tout à l'heure, qui questionne ces API et qui questionne le rôle de la sphère publique. Parce qu'elle a quand même, à la fin, à contrôler les réalisations à venir. Elle a quelques leviers, finalement. Est-ce qu'elle les utilise bien? La sélection des sites, le règlement de consultation, critères de choix, et in fine, la sélection des projets lauréats. Et puis ensuite, ça va évidemment interpeller l'ensemble des acteurs de la ville, parce que ça veut dire de nouveaux outils de contractualisation et de nouveaux outils de gestion des projets. Donc là aussi, c'est de la recherche qu'on va faire très directement avec l'ensemble des acteurs de la ville. J'ai évoqué l'innovation grâce aux matériaux et aux technologies. J'aurais juste dire deux mots des nouveaux opérateurs urbains, parce qu'à mon sens, là aussi, ils vont interpeller, y compris la façon dont nous formons les ingénieurs, en réponse à des attentes des collectivités, qui est d'avoir de plus en plus
de l'intégration des services, des solutions complètement intégrées entre l'eau, l'eau potable, l'assainissement, les déchets, l'éclairage public, l'énergie quelque part. Voilà, l'ensemble de ces services. Et puis on peut aller jusqu'à l'entretien des bâtiments où s'arrête finalement la limite. Et là encore, c'est une contractualisation qui va nécessiter des compétences spécifiques solides, tant d'ailleurs de la partie publique, donneur d'ordre, qu'à mon sens du côté des entreprises. Je ne peux pas oublier l'enjeu des data, avec bien sûr les smart buildings, les smart cities, l'IoT, etc. Des volumes considérables, des données qui sont rendues disponibles. Là aussi, il y a à mon sens un enjeu du régulateur, mais il y a aussi la capacité de nos ingénieurs, je l'ai dit tout à l'heure, à être capables de savoir ce qu'ils peuvent en faire. Je crois qu'in fine, il reste aussi au public une responsabilité sociétale ou politique au sens noble du terme, au travers de ce cadre bâti. La qualité de l'espace territorial qui est offert, elle est partagée avec l'ensemble des acteurs. Voilà, je crois qu'il faut qu'on ait au cœur, en tête. C'est sûr que les enjeux des métropoles sont prégnants et le principal terrain d'action. Mais on voit que les clivages qu'on peut avoir et les risques d'inégalité sociale se posent aussi quand on n'est pas en capacité d'apporter la même attention et la même qualité à l'espace périurbain et aujourd'hui avec un gros enjeu sur l'espace rural. Et je pense que voilà, ce sont l'ensemble de ces questions. Donc voilà, pour dire que, pour terminer en vous disant que l'école est à votre disposition. Vous l'avez vu sur l'enseignement et sur la recherche. Et je pense qu'on a, j'espère, pas fini de travailler sur ces sujets. Merci Sophie Bougard pour cet exposé assez complet. Je crois qu'il montre d'abord tout le chemin et toute l'activité permanente qui anime l'école des ponts et chaussées. Je plaisantais en parlant du XVIIIe siècle tout à l'heure. On en est loin et tout ce que vous avez cité, je crois, est dans le scope des réflexions, des interrogations que l'on a, nous tous, acteurs de la ville, sur la formation des gens qu'on va recruter d'abord, parce que c'est quand même les collaborateurs d'abord qu'on doit choisir et leur aptitude à affronter ces questions extrêmement diverses et extrêmement complexes. Mais voilà, je crois que c'est important de voir cette école en mouvement, en mouvement permanent, riche et tous azimuts. Et puis vous avez presque fait mon travail, parce que vous avez un petit peu provoqué quand même derrière tout ça. Bon, on voit bien la formation permanente, enfin l'apprentissage permanent, et on voit bien que pour vous c'est essentiel. Il n'y a pas que la formation initiale. Vous interrogez un peu quand même ces initiatives, qui sont les initiatives du privé, souvent, des entreprises elles-mêmes, de créer des structures. Ce n'était pas le cas il y a 15-20 ans, que ce soit les entreprises de bâtiments, que ce soit les promoteurs également, et les aménageurs, de créer en leur sein des structures qui sont des structures qui réfléchissent là-dessus. Bon. Est-ce à dire que les structures extérieures sont insuffisantes en la matière? C'est peut-être un des éléments du débat. Et je vais donc commencer par me tourner vers, si vous pouvez lui donner le micro, vers Cécile Maisonneuve, que je n'ai pas choisi pour vous opposer à un privé dans un choc partenariat public-privé. D'abord parce que le parcours de Cécile Maisonneuve est quand même un parcours très institutionnel, ne serait-ce que par la formation, enfin, l'école normale supérieure, l'Institut des hautes études politiques et même l'histoire. D'après ce que j'ai lu, c'est quand même une formation très républicaine et très à la française. Mais vous avez, après, eu des parcours différenciés, que ce soit chez Areva, en traitant de problèmes qui sont des enjeux colossaux, comme les problèmes énergétiques. Et puis, vous avez rejoint l'entreprise, finalement, et vous êtes à la tête de cette initiative, qui est la Fabrique de la Cité, que Rémi Dorval avait eue en son temps, mais vous avez repris le flambeau avec beaucoup d'ambition. Donc, comment vous positionnez à la fois vous positionnez-vous dans cette logique
institutionnelle, publique, républicaine, et dans ce travail, dans cette fabrique de la cité. Et comment vous situez par rapport à cette formation traditionnelle et à cette élaboration traditionnelle des savoirs nécessaires à la construction de la ville, comment vous situez ces initiatives particulières que sont les labs ou les fabriques, etc. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour avoir choisi cette conférence qui porte sur le mot savoir. Je pense qu'à l'ère de la démocratie d'opinion, d'aucuns diraient la démocrature de l'opinion, le mot savoir fait beaucoup de bien. Donc c'est agréable de pouvoir l'employer ce soir. Lorsque j'étais élève à l'école normale supérieure, j'étais allée voir le directeur. J'étais entrée en lettres classiques, du latin, du grec. Et puis je lui avais dit, voilà, j'ai décidé de bifurquer, j'ai pas envie de continuer dans cette voie, j'ai envie de faire de l'histoire stratégique, contemporaine, et de travailler sur les sujets nucléaires, voilà, les grands sujets, dissuasion, prolifération nucléaire. Et puis pour compléter ma formation, je voudrais faire Sciences Po, parce qu'à Sciences Po, j'ai envie de faire du droit, j'ai envie de faire de l'économie. Et il m'avait regardé en me disant, mais mademoiselle, vous préparez un parcours baroque. Et à quoi j'avais répondu, écoutez, ça tombe bien, j'adore le baroque, j'adore la musique baroque. Et finalement, ce que vous avez décrit tout à l'heure, ce monde qui bouge tout le temps, on est bien dans un monde tout à fait baroque, au sens positif du terme, et j'assume totalement mon parcours baroque. Alors, il y a un élément que vous avez oublié dans ce parcours, c'est que j'ai passé 10 ans comme haut fonctionnaire en tant qu'administrateur des services de l'Assemblée nationale, où j'ai travaillé pour diverses commissions de la défense, des lois et des affaires étrangères. Tout ça pour vous dire que mon moteur et ce qui m'anime, moi, c'est l'intérêt général. Et c'est pourquoi, quand j'avais été approchée par le groupe Vinci, je leur avais dit, moi, il y a une chose qui m'intéresse chez vous, c'est la fabrique de la cité. Pourquoi ? Parce que la fabrique de la cité, c'est la manière qu'a eu un grand groupe, en 2008, donc assez tôt par rapport à toutes les initiatives qu'on a vues fleurir depuis, de créer une structure dotée d'une mission d'intérêt général, je le précise, par son statut, qui consiste à dire, on entend beaucoup de choses sur la ville de demain, on lit beaucoup de choses. À l'époque, donc en 2008, ça faisait 3 ans qu'était apparu le terme de Smart City, forgé en 2005, alors autour du Clinton Global Initiative, d'IBM, de toutes ces sphères-là. Et finalement, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on lit, quelle est la part du hype, du sympa, le bois, les buzzwords, les trottinettes, enfin voilà tout ce qui anime un certain nombre de conférences qu'on connaît tous. Et quelle est la part de ce qui est du sérieux, du structurel, du fond, qui va véritablement construire l'avenir des villes. Et je trouvais que cette initiative, donc premier président d'ailleurs avant Remy Dorval, a été Yves Thibault de Silguy, un énarque, ancien commissaire européen, donc ce qui dit aussi la filiation et j'allais dire presque l'ADN très marqué par l'intérêt général de cette structure. Et moi, ça m'intéressait parce qu'en plus, c'est une entreprise qui se définit, comme beaucoup d'entreprises, par son excellence opérationnelle, la diversité de ses métiers, donc c'est un discours très ingénieur, mais qui, tout en se disant excellence opérationnelle, se dit, mais finalement, il y a un pan dont j'ai besoin, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe concrètement dans le monde aujourd'hui. Et en 2008, quand la fabrique est créée, c'est l'année où on bascule vers un monde massivement dominé par l'urbain. Donc dans cette fabrique de la cité, moi finalement j'ai retrouvé ce que j'avais appris en traduisant du Platon. Dans les lois de Platon, vous savez, quand il définit la cité idéale avec le nombre idéal d'habitants pour les villes, on pourrait croire que c'est de la théorie politique, oui, c'est de la science politique, mais en fait, à l'époque, Platon, quand il écrit ce texte, il s'appuie sur le dernier état de l'art en matière de mathématiques à son époque, puisqu'il s'appuie sur la théorie des antirationnels qu'il explique par ailleurs dans le Thé et Tête. Donc cette histoire des savoirs et du mélange des savoirs pour construire la ville, c'est pas du tout un sujet nouveau, et je dirais même que aujourd'hui, on est en plein dedans.
Et c'est pour ça que je trouve absolument fascinant, et vous l'avez parfaitement montré, comment les ingénieurs, comment ces formations scientifiques d'excellence qu'on a su forger en France sont en train finalement de revenir à des racines, vous avez parlé de 1747, racines des Lumières, des racines de l'humanisme. Et l'humanisme, c'est bien cette capacité à utiliser dans les sciences la manière de faire mieux et de travailler dans le sens de l'intérêt général. Donc moi, c'est comme ça que je conçois la Fabrique de la Cité, qui n'est pas un lab. Alors, pendant longtemps, j'ai dit à la Fabrique de la Cité, j'ai proscrit le mot « on ne parlera pas de Smart City ». Ok, on ne parle pas de Smart City. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais toujours pas ce que c'est. Si vous me mettez au défi de dire « cite-moi la Smart City idéale », je ne saurais pas répondre. J'ai un peu changé d'avis récemment parce que je me suis dit, c'est à cause des mots en fait. Je me suis dit, voilà, le fait est que ça sert à quoi la Smart City ? Eh bien, ça sert à faire exactement ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est-à-dire à mettre autour de la table des gens qui ont les mêmes images dans la tête, mais pas les mêmes mots pour le dire. Et finalement, la Smart City, c'est une manière de réunir autour de la table... Un mot valise, en fait. C'est un mot valise, un mot fourre-tout, qui est aussi un trait d'union entre des gens qui jusqu'alors étaient dans leur ligne de nage. Voilà, moi je sais parfaitement faire le bâtiment à énergie positive idéal, je vous le construis, demain il sera parfait. L'autre qui savait parfaitement faire la superbe autoroute magnifique, fantastique. Et puis l'autre qui savait très très bien faire le réseau de chaleur idéal. Voilà, la Smart City, on va les mettre tous autour de la table et on va finalement leur poser la question, finalement, en faisant ça, vous voulez faire quoi et pour qui ? Pour qui ? On retrouve ce fameux usager qui est au cœur de l'approche design, c'est-à-dire qu'on renverse la perspective et on met l'usager au cœur de la chose. Donc c'est pour ça que j'ai repris le mot Smart City. Et en plus, le mot de Smart City, il est intéressant, c'est qu'il est utilisé partout dans le monde. Et utilisé partout dans le monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, alors je ne vais pas dire nous Français, je vais dire nous Européens, je vais m'expliquer là-dessus. On a quand même quelque chose à dire au monde, et je n'ai pas de prétention néocolonialiste en disant ça, on a quelque chose à dire au monde sur ce qu'est une ville. Et si on veut rentrer dans le grand mouvement international d'urbanisation massive et aider à faire en sorte que les villes qui se construisent soient des villes durables et résilientes, et vous avez raison, c'est bien le sujet, j'y reviendrai, eh bien, il faut qu'on utilise le vocabulaire, peu importe, faisons fi de nos principes, pour entrer dedans et dire ce qu'on a à dire sur le sujet. Un peu connoté quand même. Comme... Il est connoté, mais on peut l'habiller. Vous voyez, on peut l'habiller de plein de manières. Dans un peu moins d'un mois s'ouvre à Abu Dhabi le grand forum onusien, World Urban Forum, ONU Habitat. Et le sujet, c'est, nous on va animer une table ronde sur les applications locales, les interprétations locales de la Smart City. Et autour de la table, je mets une Indienne, un Colombien, une Japonaise, un Européen, et tous, on va expliquer ce qu'on met derrière ce mot. Et je pense que ça ne va pas nous appauvrir que d'employer le mot, on va tous précisément montrer au contraire qu'à travers ce mot qui nous a réunis, je ne sais pas sinon si on aurait pu se réunir, on va exprimer nos préoccupations. Notre invité colombien va expliquer comment, à partir de l'utilisation de données dans sa ville de Colombie, donc dans un pays marqué par une culture de la violence dans l'espace public, comment on essaie d'insuffler une culture citoyenne qui rompe avec des décennies de culture beaucoup plus violente. Donc, je pense que moi, je m'y retrouve, moi qui voulais faire à l'origine travailler faire de la grammaire et de la linguistique, je m'y retrouve bien dans cette manière qu'on a avec ces espèces d'outils comme la Fabrique de la Cité. Moi, je ne sais pas non plus la définir. On dit think tank, club de réflexion, mais je la qualifierais beaucoup plus volontiers de lieu de rencontre, comme je le disais, de compétences, de savoir, où on essaie de se forger une vision commune. Parce que ce qui m'intéresse dans vos titres, c'est l'élaboration
conjointe des savoirs, c'est-à-dire comment on construit ensemble. Et vous parliez du thème de résilience. La résilience, c'est quand même un mot qui vient de la biologie et de la physique et de la psychologie et qu'on emploie aujourd'hui pour l'urbain. Donc c'est un mot d'une très grande richesse. On pourrait se demander si c'est pas le nouveau mot valise hype derrière la Smart City. En fait, non, c'est beaucoup plus que ça, mais il est extrêmement utile. Et pour prendre un cas très actuel, quand on voit que la Fondation Rockefeller, qui a poussé le concept de résilience, qui a créé ce réseau des 100 Resilient Cities, vient de se retirer de l'initiative pour se concentrer sur les États-Unis, ben je ne sais pas, moi je me dis qu'en tant qu'Européens, on a peut-être quelque chose à faire à la place et à remplir, puisqu'il paraît, les physiciens ne me contrediront pas, que la nature a horreur du vide. Donc, je pense qu'à travers ces mots-là, on a des réalités à injecter, nous, en France et en Europe. Je reviens justement sur cette idée de savoir français versus européen. Ça m'avait beaucoup frappé il y a quelques années quand une initiative de formation a été lancée par la Fondation Bloomberg, qui s'est associée avec la Kennedy School of Government à l'université de Harvard. Très bien, 2 institutions prestigieuses, une grande fondation, très bien fondée, un grand maire qui aspirait à être président des États-Unis, une superbe université, c'est super. Mais ça fait quand même drôle de savoir que des grands techniciens de villes européennes, des grands maires de villes européennes, vont aller se former aux États-Unis pour qu'on leur apprenne ce qu'est une ville. Je pense qu'en Europe, on a su quand même construire des villes qui savent marier densité, inclusivité. Je pense qu'on n'est quand même pas mauvais en termes de coefficient de Gini en Europe, en tout cas meilleur que les États-Unis. Ça fait quand même bizarre qu'ils doivent aller se former dans une très belle université américaine, c'est très bien, les méthodes d'enseignement sont fantastiques, alors qu'on a en Europe des choses à voir et des choses à apprendre qui sont de premier ordre. Donc ces sujets de élaboration conjointe des savoirs, eh bien, sont absolument cruciaux et on a plein de choses à construire à partir d'écoles prestigieuses qui ont fait leurs preuves et qui sont en train de s'ouvrir à de multiples compétences. J'ai envie de dire aujourd'hui, faisons-le. Enfin, il est grand temps de le faire. Il est grand temps de le faire aussi pourquoi ? Il est grand temps de le faire parce que vous avez évoqué le rôle des nouveaux opérateurs de la ville. L'an dernier, à la Fabrique de la Cité, on a organisé 2 expéditions urbaines. Une à Singapour, une à Toronto. Dans les 2 cas, on peut les qualifier de Smart City. Dans un cas, on va dire que c'est très maîtrisé. Dans l'autre cas, on va dire que ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins à telle enseigne que une entité publique, Waterfront Toronto, un tiers de ville, un tiers de province, un tiers d'État, a passé un contrat avec la filiale de Google, Sidewalk Labs, pour aménager un morceau de ville. Et ça donne quoi ? Et là encore, les mots sont importants. Ça donne Google qui est arrivé avec une redéfinition de notions fondamentales. Par exemple, la notion de données urbaines. Alors, dans aucun droit au monde, la notion de données urbaines existe. Il y a les données personnelles, il y a les données tout court, mais la donnée urbaine n'existe pas. Et Google a proposé sa définition qui consistait à dire, en gros, toutes les données nécessaires à la gestion de la ville. Au passage, ça inclut les données personnelles, mais bon, on les met de côté, c'est parmi d'autres. Et puis, la notion de data trust, c'est-à-dire la structure qui va gérer les dites données. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à des opérateurs qui sont un peu, moi, me font penser, ils sont à la fois le compositeur d'un morceau de musique, le chef d'orchestre, et puis ils sont le public qui va siffler quand ça joue pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'ils sont le prescripteur, ils sont l'exécutant, et puis ils sont le juge. Ou si je prends une dernière comparaison, ils sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le juge qui tranche tout ça. Donc ils font l'intégralité ils forgent les mots, ils forgent les concepts, ils forgent en fait la nouvelle manière de penser la ville. Donc face à cela, il me semble qu'il est urgent, que ce soit acteur public ou privé, de se reposer la question de comment on travaille ensemble sur la ville.
Parce que pour un Google, ou pour un Uber, pour un Airbnb, une délégation de service public, un contrat de concession, c'est pas une notion pertinente puisqu'ils ont d'autres concepts qu'ils imposent dans le débat public. Et là où ça a été très intéressant, c'est que, je vais dire, manque de bol pour eux, à Toronto, il y a quand même c'est une ville, alors qui a été qualifiée, je crois que c'est Peter Ustinov qui a dit Toronto, c'est New York géré par des Suisses. Donc c'est une ville de gens plutôt sages, mais là ils sont énervés. Ils sont énervés parce que ce qu'a proposé Google, c'est pas seulement illégal au regard de la loi canadienne, c'est juste inconstitutionnel. C'est une violation flagrante de la Constitution canadienne parce qu'il se trouve que sur le droit des données, le Canada ressemble beaucoup plus à l'Europe qu'aux États-Unis. Donc ça a déclenché évidemment un mouvement de protestation civique extrêmement puissant qui s'est soldé par une sorte d'accord, chacun garde la tête haute, accord temporaire fin octobre, clause de rendez-vous en mars, mais pour l'instant, en tout cas, Google a retiré ces fameux concepts. N'empêche que, ça y est, ils sont lancés dans le débat public. Donc si je prends cet exemple de Google, c'est que ces nouveaux opérateurs urbains, on a du mal aujourd'hui à définir quelles sont leurs ambitions, on a du mal à définir aujourd'hui quelles sont leurs méthodes, mais ils sont là et je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'ils vont disparaître dans les années à venir. Donc il est urgent, a fortiori, que nous-mêmes revenions au principe. Et vous parliez du rôle de l'entité publique. Il me semble qu'il y a un sujet absolument majeur aujourd'hui sur lequel seules les collectivités publiques peuvent se prononcer, c'est la question de la reconnaissance faciale dans l'espace public. On est sur des questions très technologiques, mais hautement philosophiques, éthiques et politiques. Donc, là encore, je crois qu'on a un champ non seulement à explorer, mais sur lequel de la recherche et des expérimentations, l'un n'exclut pas l'autre, doivent être faits très rapidement. Et il se trouve qu'on a des villes qui sont particulièrement propices à cela. Alors il se trouve qu'en France, c'est la ville de Nice qui s'est saisie du sujet. Ce serait intéressant qu'une ville avec une tradition politique et culturelle différente se saisisse aussi du sujet pour qu'on ait un vrai débat démocratique en la matière, sachant qu'il se trouve qu'on a un texte en Europe, le RGPD, qui prévoit le cadre pour mener à bien ces expérimentations. Dernier point que je voulais aborder, c'est finalement comment élaborer conjointement ces savoirs. Et ce qui nous a frappé, et c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur Singapour notamment, c'est le rôle attribué aujourd'hui à la prospective dans le domaine urbain. Alors, nous, il se trouve que c'est notre sujet, Fabrice l'a cité, la prospective urbaine. Singapour, c'est une cité-État, j'allais dire, ça a une vision stratégique comme un État et c'est agile comme une ville. On a fait parler lors de notre expédition urbaine Peter Ho, qui est le prospectiviste de Singapour depuis 30 ans. Il a fait la prospective de Singapour aux côtés de Lee Kuan Yew. Alors c'est un monsieur qui a eu aussi une carrière en matière de défense, de renseignement. Bref, il a une vision globale des problématiques de Singapour, y compris géopolitique. Et la manière dont il vous présente cette capacité de Singapour à se projeter est absolument fascinante. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est comment on embarque les Singapouriens, parce que même à Singapour, qui n'est pas tout à fait une démocratie, il faut embarquer les gens. Même là-bas, il faut quand même embarquer les gens. Et comment on le fait ? Eh bien, on le fait par du récit. On construit un récit. Et tous ce qu'on pense être des slogans, Smarter Nation, City in a Garden, ne sont pas des slogans. C'est la manière qu'ont trouvé les Singapouriens, à partir d'un projet extrêmement précis de prospective urbaine, d'embarquer l'ensemble des acteurs de la ville, les grandes agences singapouriennes, qui même à Singapour ne sont pas forcément toutes d'accord les unes avec les autres et sont en bisbille sur pas mal de sujets. C'est la manière dont ils ont réussi à faire travailler ensemble les gens autour de ces grands thèmes, en l'occurrence l'actuel City in a Garden or Livable City. Et en construisant du récit, on construit de l'imaginaire, on construit de la gouvernance qui vient renourrir à nouveau le récit. Et ce processus singapourien
est très intéressant parce qu'il nous rappelle que même dans une ville comme Singapour, il faut construire un minimum de consensus pour avancer. Et nul ne peut dire que Singapour n'est pas une ville en mouvement. Alors, je pense que je pourrais en terminer là. J'aurais pu parler d'autres expériences de prospective. On va peut-être y revenir. Voilà, un dernier point. Vous avez employé le mot de complexité que j'adore. Pour terminer, on a été à l'ère où les sachants, c'était les ingénieurs. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir aller de l'autre côté radical de la barrière, où finalement, l'opinion, personne ne sait, donc tout le monde sait, et c'est le citoyen expert. Je pense que ceci ne correspond pas à une manière efficace de faire la ville. Et à cet égard, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est non pas de dire à tous les citoyens, vous êtes des experts, chacun, voilà, vous êtes des experts du quotidien par vos expériences. Avec ça, je pense que c'est pas avec ça qu'on construit une ville. C'est plutôt d'essayer de faire toucher du doigt à chacun la complexité que représente la fabrique de la ville. Et à cet égard, moi, je suis toujours impressionnée par la manière dont fonctionne la ville de Hambourg. Quand Hambourg a dû faire face à l'arrivée quotidienne en 2015-2016, dans sa gare de 1000 à 1500 réfugiés, sur un territoire par essence contrainte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été utilisés l'espèce de cadastre numérique qu'ils avaient construit à l'époque à Open Universität pour, lorsqu'ils pensaient postuler pour les Jeux Olympiques, ce qu'ils ont rejeté par référendum. Ils ont utilisé ce cadastre de la ville pour faire des exercices d'urbanisme participatif, faire venir les citoyens en leur disant voilà, on a de ces gens-là, il faut les loger, on les met où? Et chacun faisait des propositions. Et dans les 15 jours, la mairie s'engageait à répondre en disant là, vous avez identifié cette parcelle, mais pour des raisons X, Y ou Z, ça ne sera pas possible. En revanche, voilà ce qu'on peut faire, comme ça. Ce qui leur ont fait toucher du doigt, c'est vous, en bourgeois, qui allez dire où il faut placer les réfugiés, c'est à quel point c'est compliqué quand on doit concrètement fabriquer de l'urbain, d'agir, de prendre des décisions et de prendre les bonnes décisions. Donc je voudrais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Très bien, merci Cécile pour cette intervention. C'est pas deux interventions qui s'opposent. La volonté, en plus, en créant ce débat, c'était de bien rappeler l'importance de l'ingénierie, l'importance des savoirs fondamentaux, mais aussi, par ailleurs, de peut-être la découverte de nouvelles méthodes collectives pour construire ensemble ce qu'est notre univers de demain, ce qu'est notre ville de demain. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition, je veux dire, entre ces deux approches. Au contraire, elles se nourrissent l'un l'autre. J'ai envie quand même un peu de poser le problème de l'international. Je suis un peu frappé par le fait que l'internationalisation change quand même la manière d'élaborer les savoirs, puisqu'on peut les importer, hein, on peut les échanger, mais on peut aussi les échanger par la recherche. Il y a des échanges au niveau de la recherche la plus fondamentale. Et je me demandais, est-ce que vous pouvez dire ce que vous faites en matière d'échange international, en matière de recherche, sachant que sinon, j'ai un peu l'impression que c'est l'échange par l'expérimentation qui risque de prendre le dessus. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un travail assez fondamental à faire dans l'échange en matière de recherche qui soit au service de la lecture et du contrôle de ces échanges qui ne vont pas manquer de se faire au niveau de l'opérationnel, de l'expérience, de l'expérientiel, comme on dit maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce sujet, Madame Maugard? Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'évidemment, les chercheurs, aujourd'hui, ont des liens et des collègues dans le monde entier. C'est plus de la moitié de leurs publications qui sont co-signées avec des partenaires internationaux. Et évidemment, dans le domaine de la ville, dans le domaine de la mobilité,
ils vont très vite s'intéresser à des terrains qui ne sont pas des terrains proches. Parce que quand on va s'intéresser par exemple à la question des nouvelles mobilités, on va voir que la façon dont le numérique fait évoluer les mobilités, si on prend dans les villes françaises, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, où les gens ont tous un téléphone portable et évidemment construisent une mobilité qui n'a pas du tout la même trajectoire que celle qu'on peut voir en Europe. Donc la première réponse, c'est ça, c'est de dire, de toute façon, ils échangent. Nous avons des doctorants qui viennent dans nos laboratoires et réciproquement des doctorants qui vont aller dans les laboratoires de nos partenaires pour travailler sur ces différents sujets. Et on évoquait Singapour, par exemple. On a un accord historique, ça fait 20 ans avec NUS et des échanges au niveau des chercheurs, au niveau des étudiants, notamment, par exemple, sur la ville. Le deuxième sujet, c'est les échanges d'étudiants qui vont, dans le cadre de leur cursus, aller à l'international, aller travailler à l'international. On peut dire que 90% de nos études, enfin 100% font plus de 6 mois à l'étranger. Au-delà du fait qu'un tiers des étudiants internationaux, enfin nos étudiants sont internationaux et viennent se former à l'école, donc ils les côtoient au quotidien, mais ils vont aussi, eux, faire au moins 6 mois à l'étranger dans leur cursus. Et je pense que ça les confronte aussi à des façons d'approcher des sujets de façon très différentes. En particulier ceux, par exemple, qui veulent demain faire leur carrière en s'intéressant à la construction de la ville, pourront aller à l'international avec près de 44 accords qui peuvent aller jusqu'à des accords de double diplôme dont un certain nombre de nos étudiants vont être évidemment très friands. Et puis, il y a des enjeux aussi de développement de la formation par l'école, soit avec des partenaires internationaux en capacity building, soit directement en développant elle-même les formations. Et je prendrai un exemple. La Banque mondiale a fait appel à nous en partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Ils mettent pas loin, je crois, de 300 millions de dollars sur le Grand Abidjan. Donc on est typiquement dans des questions d'aménagement, de développement de la ville, avec une réponse, une urgence de réponse au développement démographique. Et évidemment, on voit cette urgence, on voit aussi les conditions très peu maîtrisées, le cas échéant, dans lesquelles cette ville pourrait se construire. Donc tout l'enjeu d'amener là aussi des méthodes qui soient des méthodes agiles, parce qu'on va apprendre tout en construisant la ville. On ne peut pas se permettre de former puis construire. Donc une façon complètement différente d'approcher les choses. Et avec donc les enseignants et les chercheurs de cet institut, avec l'apport de la Banque mondiale, on développe un master sur transport, aménagement et urbanisme pour permettre que des professionnels puissent ensuite se saisir des problématiques dans les différents acteurs de la ville, d'Abidjan en l'occurrence. Et aujourd'hui, on nous demande de venir, je reçois en fin de semaine 3 écoles d'ingénieurs sénégalaises et le CETUD, qui est une sorte d'autorité organisatrice, je dirais, des transports de Dakar, avec des infrastructures nouvelles qui viennent complètement changer la donne. Un objectif qui est aussi de travailler avec les taxis collectifs, tout le développement de cette offre entre guillemets artisanale qu'il faut structurer. Voilà. Et typiquement, et là on va aller se projeter et apporter nos capacités de construction de pédagogie avec les expertises locales pour au mieux répondre aux demandes et aux besoins de compétences. Et à l'appui, ce sont évidemment des liens privilégiés avec des partenaires académiques qui vont nous permettre de continuer à développer la recherche. Donc il y a aussi une alimentation qui se fait comme ça de cet aspect. Recherche et des échanges d'expériences. Je dirais que ça fait je dirais que ça fait un peu partie de notre quotidien à la fabrique. En réalité,
Il n'y a pas un de nos projets qui ne soit pas conçu de cette manière. Si je prends 2-3 exemples de ce que nous sommes en train de faire actuellement, j'avais eu le plaisir d'être invitée aux premières rencontres franco-colombiennes de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur qui se sont tenues en juin dernier, à la suite de la rencontre entre les deux chefs d'État. Et donc, dans la foulée de ces rencontres, eh bien, je suis en train de monter un partenariat avec l'université EAFIT de Medellín pour travailler sur la question de l'espace public et de la question de la sécurité dans l'espace public. Je fais partie également d'un groupe, alors ce sont des écoles d'ingénieurs en France, INSA Lyon notamment, avec des universités colombiennes qui travaillent sur donc des départements de sciences de l'informatique sur Smart Data for Citizen Wellness, finalement les données oui, mais dans quel but? Et puis on a l'équivalent avec Amsterdam, avec Singapour également, où nous travaillons là davantage avec des think tanks, mais des think tanks qui sont intégrés aux universités. Je pense au Lee Kuan Yew Center for Innovative Cities, par exemple. Donc nous, ça fait partie de notre ADN, de systématiquement voir la dimension internationale du projet qu'on peut mener. Bien, je vois que le temps tourne et peut-être qu'il est temps surtout de vous donner la parole. Je ne sais pas si vous entendez, oui. Parce que les exposés ont été particulièrement riches, mais pour l'instant pas très interactifs. Donc si vous avez des questions à poser. Ouais, Mathieu Guéraud, Fondation Palladio. Oui. Première question pour lancer la salle. Pour vous deux, quelle élaboration conjointe des savoirs? Ça veut dire quoi? C'est quelle création de la matière de réflexion finalement? Est-ce que c'était pas quelle transmission des savoirs aussi? Parce qu'en fait, il y a un rôle de production du savoir et il y a un rôle de transmission du savoir. Est-ce que l'école des ponts et la fabrique de la cité, mais même au-delà, est-ce que l'entreprise d'un côté et l'enseignement supérieur de l'autre ont un rôle uniquement de transmission ou ont un rôle aussi de production des savoirs? Moi, ça me perturbe, j'aime bien les mots aussi, comme toi, Cécile. Quelle élaboration conjointe des savoirs? Est-ce qu'on n'a pas des dimensions qu'on oublie dans tout ça? Transmission, élaboration, ça me perturbe, moi, tout ça. La question est précise et difficile. Je pense que c'est bien les deux. C'est bien les deux parce que la transmission, oui, mais ça veut dire transmettre ce qui existe déjà. Or, je pense qu'en matière urbaine, comme en matière générale, on connaît tous les rapports de France Stratégie sur le fait que, je ne sais plus quelle est la proportion, mais 60% des métiers de 2030, on ne les connaît pas encore. Donc, c'est une production permanente. Juste pour donner un exemple, moi, à la suite d'un travail que j'ai fait au sein du comité de prospective du régulateur de l'énergie, la CRE, sur les données de consommation énergétique, on s'aperçoit que le sujet en la matière, c'est la gouvernance de ces données, parce que sinon, il n'y a pas de confiance. Et donc, je voudrais travailler sur un concept qui a été lancé là en Angleterre notamment, sur les data trusts. Alors, pour faire ça, moi, j'ai pas du tout, ni dans mon équipe, ni moi-même, la capacité à le faire. Alors, il se trouve qu'il y a des jeunes extrêmement brillants qui font des doubles cursus. Là, je crois que c'est un ex-NSAE qui est également Sciences Po Affaires publiques. Donc là, il est data scientist et en plus, il s'y connaît en sujets légaux, réglementaires. Donc, c'est typiquement ce genre pour moi, c'est un nouveau savoir qu'on va essayer de mettre en place à travers ce projet qui touche plus largement à des sujets fondamentaux. Par exemple, pour construire un système de mobility as a service qui soit construit non pas par Uber, mais par exemple par Île-de-France Mobilité, à mon avis, ça tourne bien autour du sujet d'un data trust en matière de données de mobilité. Donc, les applications sont, me semble-t-il, absolument fondamentales pour nos villes et en l'occurrence notre région. La question que tu poses, Mathieu, je voudrais aussi l'élargir. C'est pas qu'entre différentes entités, c'est pas qu'entre public et privé. Il y a aussi la question au sein des entreprises elles-mêmes. Le groupe Vinci, qui est le mécène de la fabrique, est un groupe extrêmement divers dans ses compétences. Mon sujet, c'est aussi au sein du groupe de transmettre non pas mes savoirs, mais de faire perfuser l'idée qu'il y a besoin de connecter
des savoirs qui vont, dans certains cas, se faire tout à fait naturellement entre entités, mais j'allais dire, je parlais tout à l'heure des lignes de nage, et ben de faire sauter un peu les lignes de nage et de créer le grand bassin qui permettra de faire émerger de nouvelles idées. Donc cette problématique intra-privée, elle est aussi très très importante. Vous voulez dire un mot ? Non. Juste pour dire que je pense qu'effectivement, on adresse évidemment les deux questions. La production, à la fois parce que l'objectif, enfin, on voit bien qu'il y a la science évolue et le haut niveau scientifique que l'on veut donner, il est forcément dans une logique où on adosse l'enseignement à la recherche qui va le produire. Et donc, on voit bien qu'on est à la fois dans le processus, ne serait-ce qu'interne à un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dans cette logique qui est à la fois de produire la connaissance et de la transmettre, en l'occurrence la science. Et puis, dans la façon dont on ouvre, nous, notre faculté très largement aux professionnels, on est là aussi dans une logique où on a besoin que ces professionnels qui produisent du savoir par leur expérience l'apportent et la transmettent aux étudiants. Donc, je ne fais pas la distinction parce que pour moi, c'est vraiment très imbriqué dans les sujets qui sont notre activité quotidienne. Bien, on voit ce partenariat public-privé, on voit ce partenariat entre différents types d'interventions et de métiers dans une même entreprise ou une entreprise et une école. Il y a aussi des disciplines. Quand on voit aujourd'hui les appels d'offres en matière de ville ou en matière d'immobilier, avant il y avait 3-4 ingénieries qui étaient sollicitées. Maintenant il y en a 12, 15 avec des dimensions d'ingénierie sociale, sociologique, psychologique, etc. Est-ce que j'ai référence en tête d'une université que je ne citerai pas, qui ouvre en permanence tous ces projets de thèse à tous les intervenants, quelle que soit la nature de leurs études, qui veulent participer à la réflexion sur ce sujet de thèse. Est-ce que vous faites ce genre de choses avec l'école des Ponts, par exemple, d'ouvrir des sujets de thèse propres à votre école à d'autres entités universitaires qui enseignent d'autres ingénieries, finalement, de sciences humaines et sociales? C'est pas nécessairement par l'ouverture des sujets de thèse. Alors il peut y avoir des co-encadrements qui, par construction, vont ouvrir. C'est par l'activité même des labos de recherche. Et pour le coup, c'est pas un mot à la mode, c'est de l'interdisciplinarité. On la retrouve dans les laboratoires de l'école entre eux, mais on la retrouve aussi avec tous les partenaires qui sont dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. On est vraiment dans des logiques interdisciplinaires qui vont permettre de transcender, pas être uniquement... on voit bien des enjeux sur les sciences dures ensemble, mais là, aujourd'hui, on est largement au-delà, avec de façon assez systématique une ouverture aux sciences humaines et sociales. Et c'est vraiment l'activité même du laboratoire et les questions de recherche qui vont être adressées. On va se dire qu'il a fallu un peu d'incitation aussi à travers les appels à projets, la façon dont on les finance, qui amène par construction à favoriser les sujets de recherche que vont apporter les chercheurs, des sujets qui vont être à caractère interdisciplinaire. Ça a été pour amorcer, mais aujourd'hui, vraiment, le pli est pris et les chercheurs eux-mêmes ont vu toute la richesse de l'exercice. Donc, les thèses elles-mêmes vont se retrouver sur des sujets interdisciplinaires. D'autres questions ? Je voulais simplement dire, je suis ravi de ce débat, surtout maintenant où on parle du privé, du public. Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer l'un et l'autre. Les deux sont bien. C'était pas notre objet. Hein. Non. Je suis passé de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, dans toute ma vie. J'ai travaillé avec les uns ou avec les autres. Il y a quelque chose qui m'a gêné au début, et c'est ta faute, Gilbert, quand tu as rappelé que l'école des Ponts avait été créée pour fabriquer les ingénieurs d'État. Et puis tu as donné la parole à Sophie Maugard, et qui nous a expliqué qu'à l'école des Ponts, il y avait les ingénieurs des ponts et chaussées, et qu'il y avait les autres qui étaient des civils. Les ingénieurs des ponts et chaussées, entre parenthèses, c'est ceux qui ont fait Polytechnique. C'est même pire, c'est ceux qui sont du corps des ponts. Et franchement,
Pour moi, ils sont tous ingénieurs. D'abord, les civils, ils passent 3 ans, je vous rappelle. Ils sont aussi bons les uns que les autres. Les uns passent d'un côté à de l'autre. Et ça m'a gêné. Donc, il fallait que je vous le dise, parce que aujourd'hui, c'est des gens tout aussi valables les uns que les autres. N'opposons pas le public et le privé. On voit bien ce qui se passe en ce moment dans les débats actuels d'actualité sur les retraites, entre les gens qui ont la chance d'être dans le public et les gens qui sont dans le privé, ils sont taillables les corps. Merci. Je pense qu'à la fin, vous avez enfin parlé qu'il fallait nous rapprocher, travailler ensemble et être bons ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Pour revenir là-dessus, moi, mon propos n'était pas de les opposer. Je pense juste simplement qu'il y a eu un moment où, historiquement, la ville, on est loin, hein, en 1747, on est d'accord. L'école est créée pour qu'on ait des compétences d'ingénieurs qui étaient les seuls qui construisaient la ville. Et on est parti de là pour dire les acteurs de la ville sont d'autres que l'État tout seul, évidemment et heureusement. Et cette école, elle a cette tradition d'avoir formé des ingénieurs pour tous les acteurs de la ville. C'est la seule chose que je voulais dire. Précisément parce que moi, je ne les oppose pas. Je pense qu'en plus de ça, on va se dire très clairement, quand on regarde les carrières des uns et des autres, tout ça, c'est des carrières qui sont menées individuellement, où les gens vont passer potentiellement d'une structure à une autre, y amener leurs compétences, et il n'y a pas du tout, pour moi, de différence à faire dans le sens de ce que vous venez d'évoquer. Voilà, c'est simplement dire que là aussi, on est attentif. Un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, et particulièrement les grandes écoles, sont attentives à former des ingénieurs qui répondent aux besoins de la société, aux besoins des acteurs, aux besoins des entreprises. C'est ça que je voulais souligner, qui me paraît important. Et pas perdre de vue, surtout quand on rentre dans une logique de démarche compétences, que les prescripteurs, finalement, ce sont les employeurs. Ça, on l'a bien compris après dans l'exposé et dans vos échanges. D'autres questions, Madame Olagnon? Oui, merci beaucoup pour ce débat, ces échanges qui sont tout à fait intéressants. Et moi, j'aimerais vous poser une question, parce que là, on est en train de parler des savoirs de la fabrique de la ville. Et donc, on se projette, et c'est bien, sur le très lointain. En même temps, on ne peut pas ignorer que nous sommes dans une période d'élection municipale. Donc, on parle beaucoup de la ville en ce moment. Et moi, j'aurais une question de curiosité. J'aimerais savoir si... aux postes très transversaux où vous êtes l'une et l'autre, il vous arrive d'être approché par des élus qui se posent cette question ou des candidats. Quelle ville demain? Est-ce que je peux déjà y réfléchir sur un mode prospectif un peu plus long que l'échéance de l'élection qui vient? Question difficile. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, non, moi enfin, c'est vrai, vous êtes surpris? Oui. Non, on est approché par différents candidats dans différentes villes. J'allais dire qu'on n'a même jamais été autant approché. Donc c'est plutôt bon signe, à la recherche d'idées, à la recherche de nouvelles manières de faire. Et je pense que ce sont des démarches assez authentiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les politiques à l'Assemblée nationale. Là, je découvre d'autres politiques, surtout maintenant que le cumul des mandats n'existe plus. Et je vois dans leur manière de poser les questions, dans leur manière de s'intéresser au sujet, une grande authenticité. Non, quand on regarde la politique au niveau municipal, à titre personnel, ça me rend plutôt optimiste. Oui. Il y a une semblable proximité avec l'École des Ponts? Oui. Alors, pas forcément dans la perspective d'échéances électorales et de programmes, mais plus dans la réflexion autour de j'ai mon mandat, j'ai des choses à faire, j'ai une interrogation sur un quartier, et je vais inviter des étudiants encadrés, parce qu'il y a aussi l'avantage d'avoir le bénéfice des sachants qui encadrent les étudiants. Je vais les inviter à réfléchir sur ce qui est possible de faire avec un cahier des charges qui est donné,
Et l'avantage, c'est que il y a une grande liberté qui leur est donnée finalement. Alors il faut que l'élu accepte ce jeu-là, hein, mais il y a aussi du coup une façon différente de réfléchir, de travailler le projet. Et quand le contrat moral est clair, hein, les deux parties en tirent beaucoup. Voilà. Après, je pourrais vous dire qu'il faut qu'on soit vigilant quand même. Hein. Il y a un ou deux cas où ça a été un peu plus compliqué, mais je dirais que voilà, il faut s'assurer que l'exercice est bien compris des deux parties, dans son étendue, mais aussi dans ses limites, et ça peut être très fructueux. C'est une bonne augure pour la vie démocratique, ce que vous nous dites. Formidable. Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ces exposés. Vous parlez beaucoup des usages et du retour des usages dans la fabrique de la ville. Donc l'usage est au cœur du projet. Comment ça se fait qu'il ne l'ait pas été plus tôt ? Et finalement, par exemple, c'est Richard Sennett qui oppose la cité et la ville. Donc la ville construite plutôt par des ingénieurs comme l'organisation de l'espace et la cité comme l'organisation sociale de la communauté urbaine. Est-ce que en France, on a eu des ingénieurs qui construisaient la ville et pas assez la cité? Et est-ce que c'est les entreprises, là du coup je passe du côté du privé, n'étaient pas aussi là, tous les acteurs de la ville, pour construire des projets au cœur duquel l'usager était? Parce que l'usager dans la ville, c'est quand même la principale cible de la ville. Belle question. Je vous ferai deux réponses. La première réponse que j'ai envie de faire par rapport à la distinction de Sennett, cité et ville, c'est que quand vous y réfléchissez en matière de sciences politiques autant et de philosophie, autant on a une philosophie de l'État extrêmement sophistiquée en France. On a des philosophes qui ont pensé l'État. Mais moi, j'ai du mal à en trouver qui ont pensé la ville. On n'a pas pensé la ville. Et pour l'instant, j'en vois toujours pas. Donc il y a quand même tout un pan de la réflexion philosophique en France et dans d'autres pays qui manque. Voilà. C'était quand même l'essence de la philosophie chez les Grecs. Oui, mais c'est une cité-État. C'est quand même un peu différent. En fait, quand Platon pense la cité, en réalité, il parle d'un État. Donc c'est là la petite ambiguïté. Et la deuxième réponse sur les usages. Alors déjà, je vais vous surprendre, mais moi, j'aime pas le mot parce qu'en fait, je trouve que ce mot ne permet pas de dialoguer. Moi, souvent, quand je parle à un ingénieur, il comprend pas. Au fond, je pense qu'il comprend pas vraiment ce qu'on veut dire. Et là, il y a un sujet entre le designer et l'ingénieur. Et si on pouvait trouver un autre mot que l'usage, moi, j'aimerais beaucoup. Et pour aller au-delà de cette question sémantique, le fait est aussi qu'à travers les données, on a une meilleure compréhension des 10 usages dans beaucoup de domaines. La mobilité, c'est une évidence. Dans l'énergie, ça pourrait l'être beaucoup plus, mais c'est un début. Donc, on a une vision à travers les données, j'allais dire, si vous regardez le plan d'une ville classique et une ville vue par les données, par exemple les traces téléphoniques, là, cette fameuse carte de Rome faite par Carlo Ratti en 2008. Dans un cas, vous voyez la ville de l'ingénieur, telle que pour aller du point A au point B, il faut passer par telle rue, il faut prendre tel réseau. Et dans l'autre cas, vous voyez la ville de l'usager, des usages, tels qu'il se déplace vraiment, pas tel qu'on pense qu'il va se déplacer en regardant le plan théorique. Donc le rôle du numérique à cet égard est, me semble-t-il, fondamental pour accéder à cette révolution copernicienne. L'étape suivante, c'est est-ce qu'on va construire la ville réellement à partir de ces usages ? Et c'est toute la transition et le débat actuel, parce que faire ça, c'est encore franchir un autre cap. Madame Ougar, un mot là-dessus ? Oui, moi, j'allais juste indiquer que pour que l'ingénieur s'en saisisse, il faut qu'il ait de la matière, et la matière, ce sont les datas, c'est ce que vient de dire Cécile. Donc moi, je pense que vraiment, c'est ça l'enjeu, c'est les données, ce qui permettent ensuite de connaître l'usage, l'utilisation, etc. Et donc, là aussi, pour celui qui fabrique la ville, d'avoir un retour d'expérience. Ça facilite l'observation. Une enquête globale transport telle qu'on la faisait il y a encore
allez, on va dire une dizaine d'années, c'était plusieurs millions d'euros, c'était des dizaines de milliers de ménages enquêtés, avec la lourdeur de l'exercice, il faut aller frapper à la porte, la personne répond ou répond pas, etc., etc. On voit bien qu'aujourd'hui, pour observer ça, on a à la fois des outils d'enquête qui sont beaucoup plus simples et puis un processus continu qui permet d'avoir de l'information en permanence. Et puis on a surtout des traces numériques qui permettent de l'avoir. Donc votre anonymisé, je vous rassure, mais votre passe Navigo, il nous permet de savoir, il permet à l'autorité organisatrice de savoir comment vous vous déplacez. Donc, ça change complètement le retour d'expérience que peuvent avoir les concepteurs d'un réseau de transport, par exemple, et donc l'évolution qu'ils vont lui apporter. Et tant qu'on n'avait pas ça, c'était compliqué de se dire « je vais mettre l'usage au centre », même si certains pouvaient le prétendre. Bien, merci. Il est 8h30 passé, mais il est même 35, et nous avons une règle, c'est de rendre l'antenne, comme on dit, en temps et en heure, à la fois pour les gens qui nous accompagnent et qui travaillent avec nous et qu'il faut libérer. Et puis parce que je crois que c'est pas la peine de s'éterniser trop. On a appris beaucoup de choses déjà à vous entendre, mesdames. Donc je vous en remercie profondément. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et puis vous revoir prochainement pour les prochains débats de l'Institut Palladio. Merci beaucoup.